Pierre-Gilles de Gênes, vous n'avez connu l'école qu'à l'âge de 12 ans. Avant cela, c'était votre maman qui vous servait de maître. Vous êtes entré ensuite au lycée Saint-Louis, puis à l'école normale supérieure. En 1955, muni de votre diplôme, vous commencez à travailler au commissariat à l'énergie atomique, le CEA, en tant qu'ingénieur de recherche. Vous avez le droit de m'interrompre si je me trompe. On verra. En 1957, vous obtenez votre titre de docteur en sciences en présentant une thèse sur les aspects théoriques de la diffusion des neutrons dans les milieux magnétiques. En 61, vous devenez maître de conférence à Orsay, et c'est là que vous allez monter une équipe sur les supraconducteurs. En 1968, vous vous tournez vers un autre intérêt de recherche, qui sont l'étude des cristaux liquides. En 71, vous devenez professeur au Collège de France, et là, votre intérêt se porte sur la physique des polymères. En 76, vous êtes nommé directeur à l'école de physique et de chimie de Paris, que vous n'avez quitté que cette année, qu'à la fin 2002. En 79, vous êtes entré à l'Académie des sciences. On vous reconnaît alors comme le pionnier de ce qu'on appelle la physico-chimie de la matière molle. D'ailleurs, vous êtes très connu pour la matière molle. Hein. En 1991, vous recevez le prix Nobel, c'est la consécration. Alors vous recevez ce prix, vous est décerné pour avoir découvert que des méthodes développées pour étudier les phénomènes d'ordre dans les systèmes simples pouvaient être généralisées à des formes plus complexes de la matière, en particulier les cristaux liquides et les polymères. Alors c'est la consécration, bien sûr, par le milieu scientifique, mais c'est aussi, pardonnez-nous, votre apparition sur la scène du grand public. C'est là que nous vous avons connu, pour la majorité d'entre nous. Vous n'avez pas eu ce seul prix, vous en avez eu plusieurs, j'en citerai quelques-uns. Vous avez été médaille d'or du CNRS, vous avez obtenu le prix Ampre de l'Académie des sciences, la médaille Matteucci de l'Académie italienne, le prix Holweck de la Société française et anglaise de physique. À côté de votre activité de recherche de haut niveau, vous vous êtes largement consacré à l'enseignement et vous avez donné beaucoup de votre temps en partageant votre passion de la recherche scientifique en vous rendant dans les écoles et les lycées. Vous avez écrit de nombreux articles, une multitude, je dirais, d'articles scientifiques et quelques livres dont j'en citerai un, Les objets fragiles, qui est paru en 1994, et puis le dernier dont nous parlerons. Aujourd'hui, vous quittez la direction de l'école de physique-chimie après près de 30 ans de bons et loyaux services. Et vous venez donc de publier ce petit livre sur lequel nous allons nous entretenir. Un livre dans lequel vous croquez une trentaine de vos collègues, chercheurs. À nous de deviner lesquels, car vous ne donnez pas leur nom. Vous leur donnez des surnoms, tels Lanterne, Mastoc, Subtil et d'autres. Qu'est-ce qui a motivé ce livre ? Alors, il vaut peut-être mieux... Est-ce que ce micro-là... Oui, vous m'entendez. Donc, je vais parler dans ce micro-là. Eh bien, disons que j'avais autrefois eu l'occasion de parler à des tas de lycéens des enthousiasmes de la science et de parler un peu comme on fait des images d'Épinal, d'une certaine façon. Et j'étais très heureux de ce temps-là, mais je trouvais que les images d'Épinal ne suffisent pas tout à fait à décrire un monde qui est un monde vaste, comme le monde actuel des scientifiques. Donc, la tentation d'en décrire aussi des choses qui ne sont pas dites habituellement, et une tentation de sortir d'une certaine langue de bois. Alors, j'ai beaucoup hésité après un départ. J'ai démarré très vite. En gros, j'ai dû écrire ces 30 portraits en 15 nuits, quelque chose comme ça. Mais après, j'étais dans une grande hésitation parce que j'avais peur de faire de la peine à des amis ou à des collègues. Et j'avais peur aussi d'être, objectivement injuste dans certains jugements. En fait, par la suite, ce que j'ai fait, c'est pour beaucoup consulter des amis et voir si finalement ils trouvaient que c'était quelque chose qui avait une raison d'être rendu public ou pas. Et ils m'ont plutôt poussé, mais j'étais encore pas très sûr. Et j'ai hésité sur 1 an et demi. Et puis, finalement, le livre est sorti, et après, j'ai eu alors une sensation intéressante. Il s'agit de portraits, donc beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « Ah, mais je reconnais Monsieur Dupont, c'est visiblement un tel, etc. » Et dans 90% des cas, ils se trompaient.
Ce qui pour moi était très rassurant, parce que ça voulait dire que ces portraits n'étaient pas un petit accident de la nature, une personne particulière, mais que c'était vraiment, disons, le portrait d'une faiblesse, par exemple, que beaucoup d'entre nous ont. Et de ce point de vue-là, le contact avec le public, et j'espère aussi cet après-midi, m'a été très utile. Et puis, toujours mûrissant après que ça soit sorti, j'ai aussi réalisé de plus en plus le fait que finalement, les défauts que je montre sont des défauts que j'ai pratiquement tous. Et à des degrés variables. Prenons un exemple simple. La personne d'âge un peu mûr, avec une carrière comme elle vient de le raconter, qui considère que tel domaine, c'est son domaine, qui rend des oracles là-dessus, et que si un jeune blanc-bec vient dire que c'est différent, on le fait taire. Eh bien, cette tentation, elle existe chez tous les gens de mon âge, en tout cas dans les sciences, et probablement bien ailleurs aussi. Donc, sur un exemple comme ça, je voyais que telle faiblesse était vraiment aussi ma faiblesse. Et de ce point de vue-là, ça permet de juger les choses d'une façon plus compréhensive. C'est-à-dire, ce que j'ai systématiquement essayé, c'est pas de faire un espèce de jugement tranché en disant celui-là est noir ou celui-là est blanc, et de comprendre le plus souvent parmi ceux qui avaient eu un dérapage, quel qu'il soit, pourquoi ils l'avaient eu et dans quelle mesure ce dérapage avait desservi la cause de la science ou dans certains cas l'avait quand même servi. Donc c'est ça qui est intéressant finalement. C'est tous ces cas un peu intermédiaires où on s'interroge sur le plus et le moins. Alors vous le dites, vous êtes plus intéressé aux faiblesses. Vous pensez qu'il est important de faire apparaître l'incertitude, les doutes, les erreurs pour mieux faire comprendre ce qu'est le monde de la recherche? Alors pour les erreurs, c'est clair. Quand je suis entré au Collège de France, il y a donc très longtemps, comme elle l'a dit cruellement, j'ai fait ma leçon inaugurale sur les erreurs en physique. Et c'était une leçon en un sens un peu technique, parce que dans ces erreurs, il y a des erreurs toutes bêtes, qui sont des erreurs, on pourrait presque dire, comme quand nous recopions un texte, nous faisons des erreurs de transcription, des choses comme ça. Et puis, il y a des erreurs relativement classiques, parce qu'on a mal apprécié un phénomène, mais il y a des erreurs beaucoup plus profondes. Il y en a qui se relient véritablement à de la psychanalyse. Il y a des déformations de pensée, ou des inclinaisons qu'on a, qui sont certainement enracinées dans l'inconscient, d'une certaine façon. Et puis il y a d'autres erreurs, et ça c'est assez difficile à faire apprécier du public, et qui sont des erreurs parce qu'on connaît trop de choses. Par exemple, un de nos grands héros en France, c'est Louis Néel, qui s'est occupé de magnétisme. Avant Louis Néel, on s'occupait de systèmes comme le fer, le cobalt, des choses comme ça, où chaque atome porte un petit moment et à des températures pas trop élevées, ces petits moments se mettent parallèles et ça fait un très grand moment magnétique, ça fait un aimant. Mais Louis Néel a eu l'intuition que peut-être dans la nature, il y avait des forces qui pouvaient faire qu'au lieu de se mettre comme ça, ils se mettaient alternés, comme ça. Et c'est ce qu'il a appelé l'antiferromagnétisme. Eh bien, cette idée de l'antiferromagnétisme, elle avait été rencontrée un peu avant Néel par un des grands maîtres de ma génération, qui est Lev Davidovich Landau, à Moscou, un des grands physiciens du XXe siècle, beaucoup plus théoricien, beaucoup plus savant, d'une certaine façon. Et Landau avait écarté cette idée, parce qu'il pouvait comprendre très exactement un problème simple, qui est le problème où il y avait seulement deux moments. Et ce que la mécanique quantique lui montrait, c'est que si à un moment ils étaient comme ça, un peu plus tard, ils pouvaient être comme ça. Et de cette idée, il concluait que c'était pas possible d'établir un système ordonné. Il pensait que ça allait se mettre en pagaille spontanément à cause de fluctuations quantiques. Donc Landau, par excès de connaissances, a refusé d'entrer dans ce problème. Alors que Néel, qui n'avait pratiquement pas de culture en mécanique quantique, mais qui avait un sens, un flair, et une sorte de bon sens expérimental extraordinaire, a dit il y a des mesures qui me suggèrent qu'ils sont comme ça, je vais accepter l'idée qu'il y a une force qui leur impose ça, et je vais en voir les conséquences. Et Néel a créé l'antiferromagnétisme avec ça, et ça lui a d'ailleurs valu un prix Nobel dont on a tous été radieux il y a une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il y a des cas où il y a des erreurs par excès de connaissances. Et ça, c'est d'ailleurs très bon pour nous chercheurs, parce que c'est un rappel à l'humilité. Il ne faut pas toujours prétendre détenir la vérité parce qu'on sait beaucoup de choses.
Alors vous parliez d'humilité, certains de vos chercheurs semblent arrogants et vous citez des travers. Alors j'en ai noté un, je vais le lire, c'est le travers de l'argent qui semble... Alors je prends lanterne, alors, vous dites lanterne a pour métier de traire les vaches, non pas celles qu'on voit dans les prés, mais les énormes vaches dont le lait est l'argent européen de la science. Alors c'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire, aujourd'hui, les directeurs de laboratoire, ils sont plus en train de chercher des subventions que de faire de la recherche de terrain. Est-ce que vous pensez que l'argent a été un des travers? Alors, cette question est immense. Et une première remarque que je voudrais faire tout de suite, c'est que la recherche des subventions est quelque chose qui est bien pire aux États-Unis qu'elle ne l'est en France. Aux États-Unis, un jeune chercheur jusqu'à 30 ans travaille dur mais tranquille. À partir de ce moment-là, quand il devient chef d'un petit groupe, il est sous une tension énorme. Pour deux raisons, dont l'une est qu'il faut qu'il aille trouver de l'argent, il faut qu'il fasse des propositions immenses et constantes, il faut qu'il aille les défendre en personne à Washington. Il y passe un temps absolument fou. L'autre raison qui est liée au système américain, c'est qu'il n'a pas un poste permanent à cet âge-là. Il n'a pas ce que les Américains appellent la tenure. Et pour arriver à la tenure, il devient, disons, hyper tendu. Et ça se traduit par des tas de malfonctionnements, qui ne sont pas dans ce livre, pratiquement. Un malfonctionnement, c'est de prendre trop de jeunes chercheurs avec soi pour publier beaucoup de choses. Et un autre, justement, c'est de publier beaucoup trop d'articles, faits très vite et pas vraiment mûris, digérés. Un troisième, c'est le fait qu'il y a une concurrence telle entre les jeunes de cette génération qu'ils ont des rapports entre eux qui sont très pénibles et ils se disputent énormément. Donc, sur ce cas, et je suis très heureux d'avoir une occasion de le dire, le problème français est plutôt moins dur que le problème américain. C'est tant mieux, tant mieux. Alors toujours pour parler argent, le budget de la recherche est revu à la baisse en 2003, moins 1,3%. Vous avez signé un appel pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Vous défendez la science et vous dites que la science est en danger si on baisse le budget. Oui, alors ça, je suis très content aussi de m'en expliquer devant un public comme vous. Quelques pourcents, ça paraît peu de choses. Mais en fait, il faut distinguer deux parties dans les investissements de l'année en recherche. Il y a une partie qui concerne le matériel de laboratoire, avoir un nouveau microscope, avoir un nouvel instrument. Et ça, je crois que ça apparaît très naturel dans une période de vache maigre. On est bien conscient que ces années-ci, c'est les vaches maigres, que dans ces périodes-là, on diminue ces investissements de laboratoire. Ça me paraît absolument naturel et ça ne soulève pas de grosses protestations de ma part. Mais ce qui est plus grave, c'est l'impact sur le recrutement des chercheurs. Pour l'exemple que je connais le plus, pour la partie du CNRS dans laquelle je suis, le nombre de jeunes chercheurs qui sera recruté cette année sera la moitié de ce qu'il était une année normale. C'est-à-dire que ce 1,9% global, il est goupillé de telle façon qu'on ne touche pas à des tas d'investissements sacro-saints, les grosses machines, les gros trucs que les administratifs adorent. Et par contre, on économise sur le recrutement des jeunes. Et ça, c'est doublement grave. C'est grave à deux extrémités. D'une part, du point de vue des très jeunes, des lycéens, qui s'interrogent sur est-ce qu'ils vont faire de la science. Et très souvent, de nos jours, il n'y en a pas énormément qui ont envie de faire de la science. Mais si en plus ils lisent dans le journal que dans telle commission CNRS, il y aura moitié moins de postes que d'habitude, ils se disent mais c'est évident qu'il ne faut pas y aller. Et puis à l'autre bout, il y a ceux qui sont passés par toute la formation, qui ont fait une thèse, et qui classiquement en France ont passé 1 an aux États-Unis, en postdoc. Eh bien, ceux-là, ils sont soumis à des tas d'attractions aux États-Unis. On leur propose de devenir des jeunes chefs de groupe, et on leur donne des crédits d'installation. 2 ans plus tard, il faudra qu'ils fassent tout ce que je disais, il faudra qu'ils rament eux-mêmes. Mais au départ, on leur propose un crédit d'installation. Donc il y a une tentation qui est forte. Et si, au moment de cette tentation, ils entendent dire que dans leur pays natal, on a réduit par 50% les postes qui leur sont offerts, il est évident qu'ils vont rester. Donc de ces deux points de vue, je trouve que c'est très grave. Et là encore, on voit comme nous sommes pris dans des systèmes, exactement comme mes héros ici sont souvent des hommes d'autant de bonne volonté que, j'allais dire, vous et moi, mais quand on est pris dans des systèmes, ça devient très difficile. Là, l'administration de la recherche est prise dans un système où elle met en premier la construction de grosses machines ou de gros programmes.
par exemple des programmes spatiaux, ou dans un domaine qui est plus proche que moi, on va construire ce qu'on appelle un synchrotron à électrons, qui s'appelle Soleil, en remplacement d'un vieux qu'on avait à Orsay, alors qu'on en a déjà un autre qui marche très bien à Grenoble, qui est européen. Eh bien, cet investissement-là, moi, je trouve que c'est une faute, parce que justement, c'est le genre de choses où, une fois qu'on a décidé le principe, on le garde à tout prix, et dans ces compressions de budget, ce projet-là ne souffre pas. Ceux qui souffrent, c'est les petits artisans, je dirais, de la recherche, et les jeunes chercheurs. Alors vous soulignez effectivement le déclin de l'attrait pour la science. Il y a effectivement une inquiétude sur la relève. Alors elle est due, vous le soulignez, au manque de postes. Est-ce que c'est pas dû aussi à la façon dont on motive pour les sciences, dont on enseigne les sciences? Alors, vous avez tout à fait raison. Comment dire? D'abord, l'observation, c'est qu'il arrive beaucoup moins de jeunes à la sortie du lycée qui ont envie de faire des sciences. Je ne parle pas uniquement de la recherche, d'ailleurs. Là, je parle aussi bien des ingénieurs dont on aura besoin dans le futur. Et cette situation, il faut percevoir à quel point elle est dramatique pour nos enfants. Je répète souvent qu'on peut voir ça à deux niveaux. On peut voir ça à un niveau que j'appellerais occidental égoïste. Nous, pays occidentaux, nous vivons dans un confort relatif qui est tout de même très scandaleux vis-à-vis du tiers-monde. Et ce confort, nous le devons essentiellement à l'esprit d'innovation et de travail de nos ancêtres au niveau de Louis-Philippe, Napoléon III, ces périodes-là. C'est là que la révolution industrielle s'est faite en France. En Angleterre un peu avant, mais en France c'est à peu près ça. Eh bien, si nous voulons garder cet avantage de société, il faut absolument que nous ayons des ingénieurs extrêmement créatifs. Parce que ça n'est pas en continuant à fabriquer les mêmes produits que nous tiendrons la route. Les produits que nous fabriquons aujourd'hui seront fabriqués beaucoup moins chers et souvent d'une façon techniquement un peu meilleure par les pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, si nous voulons garder l'avantage acquis, il faut absolument que nous soyons encore des innovateurs considérables sur le siècle à venir, sur le XXIe siècle. Et pour ça, il faut un recrutement de jeunes important. On peut retourner la proposition et dire ce point de vue égoïste n'est pas quelque chose qui va vraiment nous satisfaire pleinement. Et si on prend le point de vue extrême opposé, c'est-à-dire il y a le problème prioritaire, c'est le problème de stabiliser le tiers-monde d'une certaine façon. Quelle est la crise numéro un du tiers-monde dans mon esprit? On pourra en discuter, peut-être certains ne seront pas d'accord. Pour moi, c'est la natalité. Tant qu'on a des taux de natalité comme ça, il est impossible de faire un tiers-monde stable et de faire un univers stable. Et d'ailleurs, toutes les préoccupations écologistes que j'entends agiter me paraissent secondes par rapport à ça. Vouloir faire des jardins plus propres en Allemagne alors qu'on a une situation où les gens meurent de faim en Afrique, il est évident que c'est pas stable. Donc, il faut résoudre ce problème de natalité. Et on ne le résout pas par des consignes, on ne le résout pas par des ordres. On le résout, l'expérience l'a montré sur certains pays, si on arrive à élever le niveau de vie. Parce qu'à un certain moment, les parents, qui au départ étaient très anxieux, se disaient « j'ai des enfants, mais ils vont tous mourir, donc je vais en faire beaucoup pour qu'il reste une petite trace de ce que j'ai vécu ». Eh bien, ces parents ne seront convaincus d'aller vers des natalités plus faibles que si on arrive à leur garantir une certaine, disons, sécurité de vie. Et alors, de ce point de vue-là aussi, nous avons besoin d'une génération d'innovateurs. Parce que trouver des procédés qui soient adaptés au tiers-monde est quelque chose que, pour le moment, nous ne savons pas très bien faire et doit demander beaucoup d'imagination. Arriver à trouver des procédés qui soient simples, robustes, bon marché, utilisables dans des contextes très différents des nôtres, c'est franchement un énorme défi. Mais on peut espérer que si on arrive à recruter des jeunes, on le fera. Alors, toujours sur cette question, effectivement, de la motivation, vous avez souvent dit que c'est la passion qui doit animer le chercheur. Et cette passion, ce que j'en ai lu, c'est peut-être des ragots. Vous avez rencontré la science à l'âge de 13 ans. À 17 ans, vous faisiez déjà des stages en biologie marine. Est-ce que vous pensez que c'est important de se motiver très jeune ou que cette passion peut arriver au cours de la vie? Je pense qu'il y a les deux facettes. Il y a des choses qu'on peut acquérir tard, et c'est un bonheur
Mais il y a des choses qu'on doit acquérir tôt. Et en fait, nous tous, nous en avons connu. Je dirais que l'exemple qui me frappe le plus, c'est peut-être l'éducation musicale. Si vous avez un gamin qui veut devenir violoncelliste, il faut qu'il ait appris ses gammes impeccablement à 12 ans. Et si à 12 ans, il les a pas apprises, eh bien, jamais il ne rattrapera pas ça. Je crois que dans nos sciences, il y a un peu de ça. Il y a des choses qu'il faut apprendre au moment où on a l'esprit très ouvert, et si on les apprend plus tard, ça passe mal. Et j'en ai vécu un exemple, parce que moi je suis d'une génération très favorisée. Disons que j'avais 12 ans à la fin de la guerre, au moment de la libération, ce qui fait que j'ai pas trop souffert personnellement de la guerre. J'avais souffert par ma famille, mais pas trop personnellement. Alors que certains de mes collègues avaient, disons, 4-5 ans de plus. Et ceux-là, pendant ces années de guerre, quelle qu'ait été leur situation, n'ont pas du tout pu s'instruire, je dirais, profondément, à l'âge de 18 ou 20 ans, où il fallait apprendre ce qui était à l'époque la physique toute moderne, la mécanique quantique, par exemple, des choses comme ça. Ils l'ont appris plus tard, mais c'est comme pour les gammes. Ça ne leur est jamais entré complètement naturellement dans le système. Et ils en ont souffert toute leur vie. Donc de ce point de vue-là, je suis convaincu qu'il y a des choses qu'il faut apprendre au bon moment. Et c'est une des grosses difficultés quand nous parlons à des gamins de 15 ans. Leur faire sentir ça. Ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent, pour quelques années, faire un peu n'importe quoi. Il y avait cette époque, un peu passée maintenant, mais où les gamins allaient, par exemple, volontiers faire des tours du monde après le bac ou des trucs comme ça. Ce genre de tour du monde est très dangereux si on veut faire des carrières comme une carrière scientifique, parce que c'est l'époque où on apprend le mieux, où on a les neurones qui travaillent bien, et ne pas les utiliser à fond à ce moment-là est dangereux. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, il y a une facette de ma réponse qui est qu'il y a des moments incontournables. On ne peut pas se permettre de traîner. Ceci dit, il y a heureusement, comment dire, des rattrapages et des effets de... Et il y a une créativité qui n'est pas nécessairement uniquement le fait d'esprit jeune. Alors là aussi, il faut distinguer. Chez les mathématiciens, ça c'est vrai que tous les mathématiciens inventent, disons, entre 20 et 30 ans. Et en gros, ils vous disent, après 30 ans, j'ai rien fait de bon. Chez nous, physiciens, c'est très différent. Et si je vais alors vers des disciplines de plus en plus éloignées, si je vais vers les arts, vous voyez que Matisse, à 80 ans, peignait encore de façon inspirée. Picasso, on peut discuter un peu plus. Je trouve que les 10 dernières années de Picasso n'ont pas été brillantes. Mais quand même, disons que jusqu'à 60 ou 70, Picasso était aussi un créateur. Et nous, les physiciens, on est peut-être à mi-chemin entre les maths et la peinture, de ce point de vue-là. Et dans les disciplines où je suis, moi, on va dire qui sont justement des disciplines très artisanales, où il faut beaucoup connaître la nature, savoir, je sais pas, l'étoffe de ces fauteuils, de quel polymère elle est faite, à quelles agressions elle peut résister, quels ont été les défauts de sa fabrication, qu'est-ce qu'elle risque d'avoir comme travers qui sont dus à sa fabrication elle-même, des choses comme ça. Combien elle coûte? Est-ce qu'elle représente un produit coûteux ou est-ce que ce sont des polymères bas de gamme qu'on peut facilement utiliser? Toutes ces questions de bon sens, il faut beaucoup de temps pour les acquérir et après elles sont utiles. Donc dans nos métiers à nous, on peut être créatif relativement tard. Oui, donc je pense que c'est ça, il faut quand même dire à nos enfants que les études de sciences, il faut les commencer à temps. Il faut, dans toute la mesure du possible, les intéresser, et ça les emmener dans des endroits comme ici, ou le Palais de la Découverte, est certainement une aide de temps en temps. Moi, je reconnais que quand je suis arrivé à Paris à la Libération, j'ai passé beaucoup de temps au Palais de la Découverte, qui pourtant n'était pas dans sa meilleure forme, parce que c'était après la guerre, il y avait beaucoup de poussière, il y avait beaucoup de choses qui tournaient plus, etc. Mais tout de même, ça faisait rêver. Donc les faire rêver un peu à propos de la science, c'est certainement bien. Et puis, vous citiez cette histoire d'arriver à les entraîner dans la nature. Ça, je suis convaincu que c'est très important. Nos enfants voient très peu la nature. Ils la voient beaucoup moins que le 19e siècle, disons. Au 19e, pratiquement tous les gosses étaient élevés à la campagne,
Et ils avaient une perception de la nature extraordinaire et aussi une perception du travail manuel. Et l'école publique de ce temps-là était une école installée par Jules Ferry, plutôt abstraite, mais justement pour compenser cette éducation pratique. Et puis, les choses ont changé. On se retrouve dans les villes, on perd le contact avec la nature, mais l'école, elle reste abstraite. Donc on est dans une situation où véritablement ce contact est très abîmé. Alors s'ajoute à ça ce que j'appelle la civilisation des écrans. Nos gosses sont tout le temps devant des écrans, au moins des écrans de télévision et peut-être des écrans d'ordinateur pour la tranche la plus friquée, disons, du panier. Mais de toute façon, devant des écrans. Et là encore, on perd beaucoup. Je crois qu'on perd d'une part parce que justement, par exemple, un film, même un film scientifique très bien fait, ou un de ces films qu'on voit sur la 5, qui vous montrent, je sais pas, des animaux sauvages et des trucs comme ça, il est admirablement fait. Néanmoins, c'est pas un très bon instrument d'initiation parce qu'il vous mâche le travail. Par exemple, si dans une forêt vierge, il faut aller découvrir un tout petit insecte qui est caché sur une feuille, eh bien, il va zoomer sur cette feuille. Et ce qui est en fait l'exercice difficile et intéressant, c'est de trouver ce petit insecte, de faire cette opération de zoom par notre propre tête. Et ça, on ne l'apprend pas en présence d'un film, même si ce film est très bien fait. Donc de ce point de vue-là, les écrans ne sont pas bons. Et puis il y a un autre aspect des écrans qui n'est pas bon de façon manifeste, c'est le côté Internet, information. On nous fait des tas de baratins de disant l'Internet, ça permet d'avoir énormément de connaissances disponibles, les gens peuvent travailler en réseau, etc. Dans les faits, ça veut dire que chacun de nous a disponible au bout d'un bouton quelque chose comme Encyclopédia Universalis, une encyclopédie, peut-être un peu plus vaste, qui se renouvelle plus souvent, mais c'est ça. Ben, aucun de nous n'a jamais cru, je crois, qu'on pouvait apprendre une discipline ou apprendre le monde simplement en regardant une encyclopédie. Or là, nous sommes dans cette situation-là. S'ajoute encore à ça le défaut que je vois avec mes propres enfants, qui est que ces articles encyclopédiques, ils les lisent même pas à fond, ils prennent pas des notes dessus. Ils s'en font une petite idée, regardent une image, puis ils passent à autre chose. C'est-à-dire qu'ils prennent un vernis très superficiel de l'encyclopédie. Donc pour toutes ces raisons, la civilisation des écrans est très dangereuse. Ça, je le crois tout à fait. Alors vous évoquez un peu cette notion de zapping pour la connaissance. Moi, je voudrais revenir sur la spécialisation de la science. De plus en plus, les disciplines sont devenues de plus en plus pointues. Et vous avez défendu l'idée de l'interdisciplinarité, même de la triple culture. Alors ça aussi, je disais qu'il y a des baudruches comme le rôle de l'Internet. L'interdisciplinarité, c'est aussi une baudruche de notre époque. Vous ne pouvez pas entendre un ministre concerné sans qu'il vous sorte ça, ou un président d'université, etc. En réalité, dans les faits, comment ça se passe? Je dirais qu'il en existe pas mal, avec un certain nombre de difficultés toutefois. Et je vais vous citer deux difficultés que j'ai pas mal rencontrées. L'une, c'est au niveau de l'organisation des universités. Depuis quelques années, il y a un système où les étudiants en fin d'études sont regroupés dans ce qu'on appelle des écoles doctorales. Et mon propre laboratoire, par exemple, très naturellement, se trouvait rattaché à au moins 3 ou peut-être 4 écoles doctorales, dont une devait être en physique, une en chimie, peut-être une bio et une mécanique. Ça vous donne une idée un peu des sujets. Et c'était très important parce que ça nous permettait de recruter des jeunes chercheurs avec des formations très différentes, ce qui est très utile dans un groupe, pour faire un groupe où les gens se complètent bien. Eh bien, avec les dernières décisions de notre grand ministère de l'Éducation nationale, on ne peut plus appartenir à plusieurs écoles doctorales comme ça. On ne peut appartenir qu'à une seule. On peut nominalement appartenir à plusieurs, mais si la deuxième et la troisième, jamais elles ne vous donneront une bourse pour un jeune chercheur. Donc actuellement, sur ce cas très concret, je vois, disons plutôt, une chute de l'interdisciplinarité. Et puis, l'autre exemple que je voulais citer, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup actuellement, c'est la relation entre recherche et médecine. Aux États-Unis, on arrive à une situation qui est assez fructueuse
un exemple, c'est que j'ai des collègues physiciens chimistes qui sont à la fois professeurs de médecine et de chimie, disons, sur un campus. En France, impensable. Jamais vous ne ferez nommer un prof de médecine qui ne soit pas passé par l'internat, par les filières classiques de la médecine. Un autre exemple, c'est qu'aux États-Unis, il y a un système qui permet de faire une thèse de doctorat d'État mixte médecine-physique, disons, qui est pratiquée notamment à MIT, qui suppose que vous ayez fait des études de médecine, mais ces études sont quand même raccourcies par rapport aux 7 ans minimum ou 10 ans qu'il y a traditionnellement pour les études de médecine complète. Bien, ces deux systèmes-là portent des fruits et en France, nous ne les avons pas. Et il est extrêmement difficile de faire des actions jointes entre médecins et chercheurs, biologistes, chimistes, physiciens. Il se trouve que moi, viens d'entrer, vous disiez, j'ai quitté l'école de physique et chimie, et justement, je suis entré à cette occasion dans un des rares endroits où il y a un certain recouvrement, qui est l'Institut Curie. L'Institut Curie a été fondé par Marie Curie après la guerre de 14, où elle avait emmené des tubes à rayons X pour radiographier les soldats sur le champ de bataille. Et à son retour, elle a créé cet institut pour essayer, disons, d'appliquer ce que la radioactivité fournissait à l'époque à la médecine. Et cet institut s'est développé très au-delà du problème auquel Marie Curie pensait, et maintenant un institut qui a un des meilleurs hôpitaux pour la lutte contre certains cancers, comme le cancer du sein. Mais en même temps que c'est un hôpital, c'est un centre de recherche. Et les deux sont menés côte à côte dans les mêmes terrains. Et ça, c'est très important. Mais c'est très rare en France. Alors avant de conclure, je voulais vous interroger sur... Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont une méfiance et parfois sont très critiques par rapport au progrès scientifique. Qu'est-ce que vous inspire cette attitude? Est-ce que vous la craignez ou est-ce que vous comprenez qu'effectivement la société puisse être inquiète devant certains progrès? Un exemple récent, c'est l'explosion de l'usine de Toulouse. Les gens, tout à coup, se disent vraiment ces industries chimiques sont dangereuses. Ceci dit, la culture de notre public est très insuffisante sur toutes ces questions-là. Et la façon dont il apprécie, je dirais, la qualité d'une activité comme la chimie est un bon exemple parce que justement, elle est très mal vue en ce moment. Eh bien, l'appréciation de la chimie est mal faite parce que on ne voit pas assez, d'une part, ce qu'elle apporte, et d'autre part, les possibilités qu'elle nous donne pour résoudre les nouveaux problèmes. J'essaie de rendre ça plus concret. Ce qu'elle apporte, c'est assez évident. Moi, je me promène, je suis asthmatique, je me promène avec un petit gadget comme ça, qui contient un produit chimique admirable, qui n'existait pas il y a 10 ans. Si ce produit chimique n'existait pas, je serais déjà mort. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut se rappeler que les industries chimiques ont quand même sauvé beaucoup, beaucoup de monde. Désolé, parce que les industries chimiques n'ont pas encore trouvé la façon de lutter contre la grippe de façon efficace. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, je disais, d'autre part, il y a la question d'améliorer des situations existantes. Et là, il y a un exemple que je raconte souvent, qui est assez typique du problème, qui est l'exemple du verre. Nous avons tous tendance, très naïvement, à penser que le verre est un matériau admirablement écologique, non polluant, etc. Par opposition au plastique. Et en fait, notre vision du verre est totalement fausse pour des tas de raisons. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le grand détail. J'ai gardé 2 raisons. L'une, c'est que le verre demande énormément d'énergie pour être fabriqué. C'est un gros consommateur d'énergie, le plastique pas du tout. L'autre, c'est le fait que l'industrie du verre a été une industrie horriblement polluante. Parce que comment est-ce qu'on chauffe la matière? C'est du sable plus des carbonates. On chauffe ça dans des lits qui sont plus grands que cette salle, en faisant brûler du kérosène dans l'air. Et malheureusement, cet air ne contient pas que de l'oxygène, il contient de l'azote, et aux températures de travail de ces fours, l'azote aussi devient chimiquement réactif.
C'est-à-dire qu'en sortie du four, on a ce qu'on appelle des vapeurs nitreuses, des oxydes d'azote qui sont des fumées rousses et qui sont extraordinairement toxiques. Il y a eu une époque où la basse Seine était complètement contaminée par les vapeurs nitreuses. Donc le verre, vous voyez, n'est pas du tout l'objet idéal qu'on croit. Seulement, que faire là-devant? C'est pas en, comment dire, en baissant les bras ou en essayant de proposer des solutions complètement irréalistes, hyper chères, des choses comme ça. Il faut trouver une façon relativement bon marché de travailler qui élimine les vapeurs nitreuses. Et dans le cas particulier, ça a été trouvé. C'est-à-dire que par une action intelligente de compagnies comme l'Air Liquide en France et compagnies comme Dupont de Nemours aux États-Unis, on a réussi à faire des filtres, des membranes dans lesquelles on fait passer l'air et qui vont, disons, laisser passer l'oxygène et garder l'azote. Avec une qualité de produit qui n'est pas extraordinaire, c'est pas du tout des gaz purs qu'on sort, mais enfin on a enlevé le gros de l'azote. Et avec ça, on peut équiper des verreries, ou avec d'autres procédés. J'ai pris cet exemple parce que je l'ai vu un peu naître, mais il y en a d'autres maintenant. Avec ces procédés-là, on peut équiper les verreries et faire qu'on brûle le kérosène dans de l'oxygène et plus dans de l'air. Et à ce moment-là, on s'est débarrassé de cette question-là. Mais vous voyez, cet exemple est très réaliste, dans le sens qu'un problème écologique comme ça, on le résout par plus de chimie, et non pas par moins de chimie. Et c'est ça que souvent j'essaye de dire aux jeunes des lycées, qui effectivement, très souvent, ont une réaction épidermique de dire « moi, je ne ferai jamais de chimie, c'est sale, c'est polluant ». Alors vous dites effectivement que la science doit être socialement utile. Mais qui décide qu'elle est socialement utile? Alors, la question des décisions est quelque chose de très important et de mal perçu. Par exemple, ça s'est posé très tôt à propos des armes. Il y a eu une époque où tous les physiciens qui, comme moi, étaient à l'énergie atomique pouvaient se trouver attaqués par des jeunes en disant vous trempez dans le milieu qui a fait les armes. Mais je trouve que c'est bon de revenir à l'historique de cette chose-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de chercheurs ont perçu le fait qu'on pouvait faire, disons, des réactions en chaîne et produire beaucoup d'énergie, et éventuellement la produire très vite. Et donc, d'une part, produire de l'énergie comme nous le faisons maintenant par notre système d'électricité nucléaire, et d'autre part, faire des armes. Ils sont allés trouver le président Roosevelt, président élu du pays concerné, et ils lui ont soumis le problème. La décision de faire des armes, c'est une décision qui a été prise, on peut dire, par la nation américaine sous la forme de son président élu. Et c'est le bon mode de fonctionnement. C'est ça dont nous avons besoin. Il est clair que les savants n'ont aucune raison d'avoir un poids quelconque dans la décision pour ou contre des armes. Mais leur devoir à eux, c'est d'informer justement la collectivité, dans le cas particulier Roosevelt, qu'il y a cette possibilité. Et après que la collectivité prenne ses responsabilités. Mais l'attitude qui consiste à dire « vous, savants, vous avez fait les armes » est une attitude dans laquelle la société peut être coupable d'avoir fait des armes, j'en suis pas sûr. Ça, c'est une autre discussion. Mais la société qui a finalement pris cette option se défausse et dit « c'est pas moi, c'est la science qui m'a imposé ça ». La science l'a pas imposé, la science l'a cité comme une possibilité. Ça, je crois que c'est très important à faire sentir. C'était vrai à cette époque-là, mais c'est vrai constamment au cours des époques. Et la conclusion pour nous, petits profs, je dirais, c'est qu'il faut qu'on arrive à donner une instruction générale, pas seulement à ceux qui vont devenir des scientifiques, mais à tous les gamins qui sont, disons, dans les collèges et à l'école primaire avant. Il faut qu'on leur donne une instruction qui leur permette, le jour où ils auront à voter, de voter en comprenant un peu les problèmes sur lesquels ils auront à prendre des décisions, que ce soit des problèmes d'énergie, d'armes, d'éthique pour la reproduction de nos jours, c'est très important, et bien d'autres qui vont sortir. La liste n'est pas finie, la liste s'allonge tous les ans. Donc, conclusion, il faut qu'on arrive à faire une espèce d'enseignement de bon sens, qui ne soit pas l'enseignement un peu prétentieux, un peu dirigé que nous avons de nos jours, mais qui soit accessible à tous et qui permette à tous de voter lucidement. Alors ma dernière question, avant de donner la parole au public. Vous êtes donc prix Nobel.
beaucoup de médailles aussi. C'est lourd, les médailles. Est-ce que c'est le point culminant de la carrière ou vous, ça a été la recherche en laboratoire le plus important? Il y a plusieurs facettes là aussi dans cette question. Je dirais qu'il y a un aspect qui a été pour moi important, c'est que je l'ai eu alors que j'étais pas très jeune. J'avais combien? Presque 60 ans, quelque chose comme ça. Et c'était bien mieux comme ça. Parce que, disons, ça me tournait pas trop la tête. Et en fait, quand les journalistes sont venus nous trouver, je me rappelle, on avait été déjeuner tranquille, sans trop se préoccuper de la nouvelle qui était tombée le matin. Puis on est revenu dans la cour glorieuse du Collège de France. Et tout à coup, on a vu cette cour remplie de camions de télévision, un truc comme ça. On a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Et quand je me suis trouvé devant ces journalistes, ma réaction était de dire, écoutez, je suis très heureux et tout ça, mais dans mon esprit, ça n'a pas du tout la même importance comme nouvelle pour moi que, par exemple, la nouvelle du succès d'un de mes enfants. Et ça, je le pense profondément, et disons qu'en un sens, ça m'avait donné du recul. Donc de ce côté-là, l'âge est important. Alors qu'il arrive que des gens aient des prix comme le Nobel ou d'autres, la médaille Fields ou des choses comme ça, à un âge très jeune, et quelquefois ça peut un peu leur tourner la tête, et ça c'est dangereux. Je pense que c'est tout de même important, la reconnaissance. Bien sûr. En même temps, c'est un petit peu, comment dire, c'est un effet qui vient avec du retard. C'est-à-dire que, justement, quand les gens ont entendu parler de ce que je faisais, vous en avez parlé un peu, de cristaux liquides que nous avons dans nos monstres, ou de polymères que nous avons dans nos textiles, ou dans notre propre corps, des choses comme ça, eh bien, en fait, ils entendaient parler d'une recherche qui était déjà une recherche un peu du passé. Ils n'entendaient pas parler de la recherche de l'immédiat contemporain. Donc de ce point de vue-là, les prix sont toujours un peu en retard sur l'événement. Je vous remercie. Nous allons donc écouter vos questions. Vous n'êtes pas du tout forcé d'être d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit. Alors ça m'intéresse beaucoup, justement, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça va. Oh, voilà. Qu'est-ce qui demande la parole? Donc il y a un monsieur tout là-haut, un autre... Et puis un à gauche là-bas qui parle. Je suis très intéressé par ce que vous disiez sur tenure. Moi-même... Attendez, j'ai pas bien entendu. Sur tenure track. Tenure track. Ah, d'accord, j'y suis. Je suis malheureusement pas d'accord. À l'Union soviétique, j'ai eu de grandes chances de travailler chez un très grand mathématicien qui, pour Américains, c'est géant de mathématiques, M.J. Crane. Il a eu tellement d'idées qu'il ne pouvait pas soi-même tout développer. Et il savait bien que plusieurs idées iront avec l'œil dans la terre. Donc, quand j'écoute sur difficulté de ceux qui ont lieu les États-Unis ont des problèmes avec tenure, c'est pour moi quelque chose d'embarrassant, comme quelqu'un qui a pris trop de lourdes tâches pour porter. Évidemment, on doit simplement regarder à ses forces. Et par contre, pour les gens qui ont des idées, telles tenure, c'est possibilité d'avancer les choses. Cette Soviet Union et justement ce système de protection a permis les partis insertés dans plusieurs institutions ces cadres de partis qui assis sans idée, mais avec bonne protection des partis et des systèmes qui protégeaient
d'éjection. Et je crois qu'il y a une grosse différence entre ce à quoi vous pensez et ce à quoi moi je pense, qui est dû à la différence entre maths et physique. Ou chimie. La chimie, c'est encore plus extrême. En chimie, je vois des situations aux États-Unis où un grand inventeur chimique a 20 étudiants en thèse. Et pour moi, c'est totalement choquant, même s'il a beaucoup d'imagination. Moi, personnellement, je peux avoir un étudiant en thèse tous les 3 ans, quelque chose comme ça. Un tous les 3 ans. Et au-delà de ça, je ne me sentirais pas assez de temps à lui consacrer. Mais c'est très différent suivant les disciplines. Et je constate qu'en maths, c'est différent parce que je pense l'étudiant mathématicien, l'étudiant de thèse, est considéré comme devant avoir une très grande indépendance dès le départ, plus grande que l'étudiant physicien et énormément plus grande que celle de l'étudiant chimiste. Donc il y a une grosse différence par discipline, là. Alors je ne me l'explique pas totalement, je ne la comprends pas totalement, mais je constate cette différence. De mon côté, pour vous répondre, chez professeur Crane, il n'a pas donné à quelqu'un un thème. Il n'y a pas de pousser quelqu'un à faire quelque chose. Il les laisse faire. Oui, il a donné seulement les programmes. C'est-à-dire, dans le séminaire, était donné explication de cet problème à telle chose, telle difficulté. Allez. Ouais. Allez. Mais là aussi, c'est très différent de chez nous. Je vais partir dans une autre direction. C'est que moi, si je forme un jeune, c'est un théoricien, parce que moi je suis théoricien, mais quand même assez près de la pratique, je tiens beaucoup à ce qu'après, il s'insère dans les besoins de son époque. Et par exemple, il nous arrive souvent de recevoir des jeunes qui viennent de pays du tiers-monde. Dans le cas de la France, c'est souvent des gens du Maghreb, par exemple, ou du Vietnam, ou des choses comme ça. Et mon attitude là était de dire aux jeunes, avant de lui définir un sujet, allez voir dans l'ambassade de votre pays quel est le plan. Vous savez, comme il y a eu un plan chez les soviétiques, justement, autrefois, ce plan, il n'est jamais très bien suivi, mais il donne au moins des indications sur les besoins économiques des années à venir. Et après, à la lecture du plan, on pouvait décider, je ne sais pas, dans mon domaine, par exemple, que telle recherche sur les matériaux qui sont dérivés de la pétrochimie s'insérait bien, ou telle recherche sur les phosphates, choses de ce genre, et que telle autre, par contre, il n'y aurait rien dans le pays qui s'accroche à ce que ce jeune aurait construit. Et pour moi, c'est très important de faire que le jeune, à la sortie, se trouve dans une situation où tout naturellement, il peut s'ancrer sur des activités de son pays d'origine. Et vous voyez, ça, c'est un besoin qui n'existe pas pour les mathématiques, telles que vous dites. Donc, on voit très bien la différence entre les sciences, là. Moi, je me sens beaucoup mieux, vu le genre de petit métier artisanal que j'ai fait, si, à la sortie, le jeune, dans le milieu ou le pays auquel il appartient, s'insère facilement. Je suis tout à fait d'accord que je ne prétends pas tout couvrir. Comment dire, il y a des sujets trop fondamentaux que je ne vais pas couvrir. Mais de cette façon-là, je me sens pas mal. Et le bonheur, je dirais, ça que nous avons eu, et qui est peut-être des coups de chance souvent, c'est que souvent, à côté de ce côté guidé par l'aval, en quelque sorte, il y avait quand même le terrain pour une question théorique profonde. Et quand on arrive à ce que les deux se rejoignent, on est content. Mais vous voyez, la différence avec les maths, elle me paraît assez forte. Une autre question. Ma question est très, très, très provocatrice. Parce qu'en y regardant un peu les choses, j'ai l'impression que nos petits savants ont l'air moins intelligents que les philosophes grecs, par exemple. Parce que les philosophes grecs, à partir de rien, grâce à leur
manière de penser, à leur méthode, ils ont quand même fondé la science un petit peu, tandis que les chercheurs aujourd'hui sont carrément noyés dans les informations. Il y a tellement de résultats, tellement de laboratoires, tellement de tests, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt demander aux chercheurs de penser et une fois élaboré leur théorie, de demander l'argent pour démontrer la véracité de leur théorie? Parce que ce qui me manque aussi, c'est que la recherche est soumise à des fluctuations des modes, de demande de l'industrie, même des masses médias. On clone, par exemple, des moutons sans avoir expliqué le génome, n'est-ce pas? Sans savoir ce que c'est la vie, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est provocatrice. Il faudrait peut-être les mettre en ermitage, je ne sais pas où. Mais enfin, si vous voulez, je trouve que malgré tout, les Grecs étaient tellement brillants par rapport à nos savants qui n'arrivent pas à résoudre le problème est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars sans y avoir exploré toutes les molécules qui se trouvent sur Mars. Vous voyez où je veux venir? Écoutez, je dirais que pour moi, vous êtes une platonicienne typique. Et moi, je suis très en réaction contre le monde grec. L'ayant beaucoup aimé, moi j'ai adoré faire du grec et j'ai un attachement très fort à tout cet univers, mais plus à d'autres formes d'expression qu'à la philosophie finalement. Si je regarde justement, par exemple, dans la ligne de ce que vous dites, des gens vont me dire la notion d'atome, on l'a depuis Démocrite, ou des gens comme ça. En fait, si j'analyse la démarche de pensée de Démocrite, c'était pour eux la difficulté de concevoir quelque chose qui est continuellement infiniment petit, quelque chose qui va continuellement vers zéro. Donc, en n'arrivant pas à concevoir ça, il fallait imaginer que l'espace n'est pas un continuum ou ce bout de bois, mais qu'il y a des atomes là-dedans, et ça levait une difficulté conceptuelle, c'est-à-dire c'était une façon de calfeutrer un manque de connaissance comme on calfeutre un bateau troué. Ça n'était pas quelque chose de très profond. Et le moment où la notion d'atome ou de molécule a pris corps, c'est quand Benjamin Franklin, par une mesure superbe, en calmant les vagues sur une mare avec un film d'huile qui a l'épaisseur des molécules, a eu l'idée de déterminer le nombre, la quantité qu'il fallait pour couvrir 100 mètres carrés de mare. Et ensuite, c'était à peu près une cuillère à soupe, quelque chose comme ça. En divisant ce volume par la surface de l'étang, par les 100 mètres carrés, il a trouvé la taille des molécules. Ça, c'était la véritable démarche scientifique, et c'est celle que les Grecs n'ont pas du tout su faire. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que les Grecs nous ont présenté, disons, une révolution au plan humain, au plan culturel extraordinaire, mais leur révolution scientifique est totalement inachevée, et ils étaient beaucoup trop, comme je crois que vous l'êtes, guidés par la théorie. Vous avez dit vous-même qu'il faudrait faire d'abord la théorie et après la vérifier. Cette attitude est, pour moi, détestable. Détestable. Et elle est typique des pays, je dirais, latins, pour une bonne part, aussi des pays soviétiques, dans une certaine mesure, par opposition aux pays anglo-saxons. C'est pas du tout comme ça qu'on procède. Quand Pasteur a fait le vaccin de la variole, il s'agissait de quelque chose qui était... On ne comprenait rien à ce qu'était la variole. On ne savait pas ce que c'était qu'un virus, etc. Ça ne l'a pas empêché de construire le vaccin de la variole. De la rage, peut-être. La variole, c'est génial. De la rage. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a bien des cas où le bon sens, c'est d'utiliser ce qu'on sait faire pour le moment, même si on ne comprend pas tout. Et de croire que tout se déduit de la théorie est extrêmement dangereux. Il y a des choses importantes qui ont été déduites de la théorie. Si vous voulez, le transistor, oui, c'est un produit d'une réflexion théorique et intelligente de Bardeen et Shockley. Mais il y a des tas de
systèmes pour lesquels c'est pas du tout la théorie qui a été le guide. Le caoutchouc, je raconte souvent ça, le caoutchouc qui a été quand même un produit extraordinaire trouvé par les explorateurs au XVIIIe, mais stabilisé chimiquement par Goodyear en 1840, quelque chose comme ça. On ne comprenait rien à ce qu'était un caoutchouc. On n'avait aucune idée de pourquoi il avait ces propriétés admirables. Il a fallu attendre 1940, 100 ans, pour qu'on le comprenne. Ça n'a pas empêché qu'on ait fait des pneus en caoutchouc. Donc, de croire que la théorie mène le monde, c'est extrêmement dangereux. Et je dirais qu'au point de vue français, alors là, je vais prendre une position politique extrême, et probablement les 2 tiers de l'assistance vont me tomber dessus. Mais c'est mon point de vue à moi. Comment dire, ce penchant excessif pour la théorie, on le trouve aussi en politique. L'exemple typique pour moi, c'est l'époque Jean-Jacques Rousseau, toute une théorie sur l'égalité et la nature qui conduit finalement à une révolution et à la terreur. Alors que pendant la même période, les Britanniques, eux, faisaient la révolution industrielle. Et moi, je suis plus preneur de la révolution industrielle, guidée par la pratique, que de la révolution robespierriste guidée par les théories de Rousseau et autres. Et je sais très bien que ça va soulever de grandes protestations. Alors nous prenons une autre question. Je vous demanderai juste aux personnes, et j'en suis désolée de les frustrer, d'être assez bref. Il y a de nombreuses questions et notre rencontre se termine à 16h30. Parlez bien dans le micro. Quelqu'un a le micro, je crois. Bonjour monsieur, je suis un apprenti de la langue française. Vous pouvez lever la main quand on vous voit, parce qu'on vous voit parler. Ah voilà, d'accord. Bonjour monsieur, je suis un apprenti de la langue française. Pas si mal. Je suis heureux de trouver votre titre un petit point à la fin de votre carrière illustre, de donner un titre aussi modeste et qui est aussi très terre à terre. Donc je me permets de poser une question sur un petit point très détaillé. C'est-à-dire, quand j'ai appris le français, en français, on met virgule entre les chiffres entiers et décimales. Tandis que, en anglo-saxon, c'est le point. Et dans les langues naturelles, par exemple en français comme en japonais, nous mettons le point à la fin de la phrase. Et puis on met virgule au milieu pour petite pause. Et personne ne se trompe pour nommer point et virgule. Pour dicter, le professeur dit point. Oui. Et c'est point et point. Tandis que dans le langage mathématique très rigoureux, par exemple pour le chiffre, il y a une diversité de l'usage de points et virgules. Parce que point peut vouloir dire multiplication, par exemple. Oui, mais je me limite seulement sur le point décimal, bien sur le point, une virgule décimale. Dans le quotidien, je vois très souvent sur l'écran, bien sur le transparent, point. Mais les savants, les scientifiques, y compris le prix Nobel, lisent virgule. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, flagrant délit. Est-ce qu'il n'y a pas possible de faire une harmonisation entre la notation et la prononciation quand les scientifiques utilisent par exemple 0.08, il est plus rigoureux de prononcer 0.08 au lieu de dire 0,08. C'est une tricherie qui n'est pas un bon exemple. Donc, soit les scientifiques prononcent exactement comme ils écrivent, soit à l'initiative d'un prix Nobel, est-ce qu'il n'y a pas une harmonisation possible entre deux systèmes? Merci, monsieur. Non, je crois que la question peut paraître petite, mais elle illustre quand même un fait de société qui est important. Je crois que nous avons, comme vous l'avez dit, un système décimal français, enfin occidental, et un système décimal américain, disons pour simplifier.
Et je crois que nous allons de façon inéluctable vers le système américain, tout simplement parce que la majeure partie des ordinateurs sont des ordinateurs, des Mac ou des PC qui sont faits aux États-Unis. Donc, si vous voulez, la civilisation dominante, elle impose sa notation. Et ça, je le vois dans des tas de choses. Je vois le même problème dans les questions de la francophonie. On nous dit toujours parler français, etc. Je crois que, par exemple, parler français dans une conférence internationale ne rend pas un service très illustre aux Français. Ce qui est utile, là où c'est constructif, c'est quand vous arrivez à imposer dans le système international un mot français, nouveau. Ça, je l'ai rencontré quelques fois, pas souvent, mais par exemple, quand on s'occupait de mécanique des polymères enchevêtrés, j'ai introduit ce mot qui est la reptation, qui veut dire qu'un polymère se déplace un peu comme un serpent dans une forêt de bambou, quelque chose comme ça. Eh bien ça, au début, c'était pas du tout compris par le public anglo-saxon, parce que serpent c'est snake, c'est pas la même racine, donc c'était pas du tout compris, mais on a réussi à l'imposer. Et là, je dirais qu'on a fait de la francophonie positive, de faire entrer des mots comme ça valait la peine. Mais évidemment, ça ne peut se faire, comment dire, c'est une situation où vous essayez d'être offensif, pas défensif. C'est pas une position défensive où vous défendez d'une tradition de langage, c'est une position offensive où vous dites il y a un concept qui s'exprime bien en français, prenez-le. Les Allemands l'avaient très bien réussi entre les deux guerres. La science allemande a introduit beaucoup de mots que nous utilisons tous maintenant, qui viennent de, je sais pas, Gedanke, Experiment, des choses comme ça, Umklapp-Prozess, des mots de ce genre. Les Allemands les ont imprimés au bon moment dans le know-how collectif. Pour moi, la francophonie positive, c'est ça, c'est d'arriver à être suffisamment créatif en français pour imprimer des choses. Mais c'est pas facile, bien entendu. Hein, il faut se battre fort. Il y a une question. Attendez, monsieur. Il y a d'abord une question là-bas. La salle est grande. Après, on vous passera le micro et après, un monsieur ici. Merci. J'aurais deux questions. Est-ce que vous connaissez un système d'évaluation des chercheurs qui soit plus réaliste que le nombre de publications? La première... On peut déjà discuter de ça. On peut déjà dire... Oui, c'est vrai que le nombre de publications est quelque chose de très dangereux et il y a quelque chose qui est dérivé, qui est peut-être encore pire, qui est le citation index. Vous savez, où on regarde pas ce que vous avez écrit, mais le nombre de fois où votre article a été cité. Et ça me paraît aussi très artificiel, commode pour des administratifs, mais artificiel. Mon maître à Brigham me racontait souvent qu'il avait eu son record de citation index parce qu'il avait fait une fois dans sa vie un article complètement faux. Et comme c'était un grand maître, le nombre de gens qui avaient été radieux de démontrer son erreur était immense. Donc il y avait des tas d'articles qui citaient l'article faux, et il était cité le plus à cause de ça. Donc ces systèmes sont franchement pas très satisfaisants. Je dirais, ils sont utiles à un bout, c'est-à-dire quelqu'un qui ne publie vraiment très peu, ça c'est inquiétant. Je dirais qu'à ce bout-là, je vois l'utilité de savoir s'il a sorti quelque chose. Mais après qu'il en ait, je ne sais pas, au cours d'une carrière, il y a des gens qui finissent avec 100 publications, d'autres avec 200, 300. Une dame que je connais aux États-Unis est très fière d'en avoir plus de 1000. Là, je ne trouve pas que ce soit significatif. Et elle, qui en a plus de 1000, ça veut dire essentiellement qu'elle avait une sorte, comment dire, de grand troupeau d'étudiants, là encore, qu'elle faisait travailler à la baguette, et qui moulinait de l'informatique et qui sortait des résultats. Donc les grands nombres ne m'intéressent pas beaucoup. Mais les petits nombres sont un signal d'alarme, disons. Ma seconde question, c'est en lisant le bulletin de l'association, je crois que c'est Bernard Grégory, il me semble que les jeunes docteurs ont du mal à s'intégrer hors du système universitaire. Est-ce que c'est une réalité? Et si c'est vrai, quel problème ça pose? Comment avoir des chercheurs qui puissent s'intégrer? Alors, je le vois tout à fait, et si vous voulez, ayant fait pas mal de laïus à des jeunes ou écrit des bouquins, etc., ça arrive que c'est arrivé à certaines périodes assez densément que j'ai des jeunes qui m'écrivent, qui me disent « Monsieur, j'ai fait une thèse, vous m'avez toujours dit que la recherche était un métier passionnant, mais maintenant je trouve pas de boulot. » Et ce qu'il y a de très triste, c'est que dans beaucoup de cas, si simplement ils me disent le titre de la thèse, je sais dès la lecture de ce titre que personne ne va les embaucher.
Et là, la responsabilité, c'est pas la responsabilité du malheureux gamin qui a décidé de faire une thèse, à fouiller les oies sur tel sujet. C'est la responsabilité du patron de thèse qui l'a mis. Et ça, je vois encore ça très souvent, et je le répète autant que possible en public. C'est qu'il y a des patrons de thèse qui, disons par exemple, sont détenteurs d'un équipement, d'un type de mesure. Prenons un exemple concret, des mesures de permittivité diélectrique, des choses comme ça. Bon, et ils ont ça, et alors après, on peut mesurer n'importe quoi. On va s'intéresser à tel ou tel spécimen parce qu'on a tel collègue dans un laboratoire de minéralogie qui a des cristaux, des trucs comme ça. Et hop, on dit aux jeunes, tu vas me déterminer les propriétés diélectriques de ce système particulier. Et ça, c'est criminel, à mon avis. C'est absolument criminel. Parce qu'on sait très bien dès le début que c'est pas avec ça que le type va trouver du travail. Donc, il faudrait arriver à un système où les patrons de thèse sont plus lucides, plus responsables, et sont peut-être eux-mêmes examinés. On parlait tout à l'heure de l'examen des chercheurs, mais sont examinés, c'est-à-dire on pourrait rêver d'un système où 3 ans plus tard, on voit ce que sont devenus les docteurs qu'ils ont formés. Et s'ils se sont bien épanouis dans des sujets qui ne sont pas nécessairement de la recherche pure, dans mon esprit, ça peut être aussi bien chez Michelin, des choses comme ça, mais s'ils sont épanouis là-dedans, ou si ils ont dû renoncer à tout ça, et s'ils ont dû faire des métiers de seconde main, je dirais, c'est-à-dire souvent de nos jours, parce qu'ils ont appris de l'informatique dans leur carrière scientifique, et après des métiers d'informaticien, parce qu'on manque d'informaticiens un peu partout, des choses comme ça. Mais là, il y a une vraie responsabilité. Et dans ce petit livre, j'en épingle un ou deux, qui donnent des sujets de thèse pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les besoins de l'époque. Monsieur. Monsieur, permettez-moi de vous transmettre les respects de Monsieur Georges Herman, président du groupement des inventeurs européens, et que je voyais hier et qui m'a délégué ici pour vous écouter. La recherche maltraitée, budgétairement, dites-vous, la jeunesse un peu découragée devant les carrières scientifiques. Que direz-vous de l'invention brisée par des textes législatifs vieillis, un brevet communautaire toujours en gestation, l'invention brisée chez les inventeurs indépendants et les PME par les groupes qui, par une attitude d'ignorance et un NIH ou une guerre juridique extravagante devant les tribunaux, se contentent ou se satisfont de détruire les brevets qui ne sont pas les leurs. Mon exemple est d'un grand groupe qui m'a envoyé devant les tribunaux 6 fois. Heureusement, il a perdu 6 fois. Je suis très sensible à ce que vous dites, parce que, étant à physique et chimie, j'ai participé à un effort pour créer pas mal de petites start-up. En gros, on a créé la première en 1976, on a dû en créer une vingtaine. Non, beaucoup ont capoté, hein, c'était prévu d'une certaine façon, mais dont certains ont heureusement survécu, en ayant affaire à de grosses difficultés. Et parlant à d'autres, j'ai vu aussi comme c'est difficile de le faire. Et je reconnais que moi, personnellement, par exemple, je ne crois pas du tout que j'aurais vraiment les qualités nécessaires à ces démarreurs de start-up qui doivent être à la fois des inventeurs et en même temps d'avoir un sens juridique, commercial, etc. Mais je vois des exemples qui me donnent du moral. Un exemple dans le style que vous dites, c'est, malheureusement les noms, je ne me les rappellerai plus, mais c'est les gens qui ont inventé la poêle Tefal. Ils ont commencé à mettre comment ça s'appelle, enfin un polymère fluoré, du téflon dans le fond des poêles, et ça ne collait plus. Ça a commencé à marcher très bien. Et puis Dupont de Nemours, qui était le fabricant mondial de téflon, quand ils ont commencé à entrer aux États-Unis avec leurs produits, s'est indigné de la chose et leur a lancé une cascade de procès en ayant les moyens de Dupont, c'est-à-dire une 50aine de juristes sur la cause, quelque chose comme ça. Tefal avait un juriste, mais ils ont fait une sorte de cellule de crise avec tout leur personnel de recherche et ils se sont bien battus. Et finalement, ils ont gagné et ils ont pu continuer à vendre. Donc, je vois très bien cette difficulté. Dans certains cas, les jeunes inventeurs gagnent. Dans d'autres, ils perdent tout. Et puis, il y a la troisième type de solution où leur brevet est acheté, mais il est acheté pour ne jamais être mis en utilisation. Il est acheté simplement pour que
l'acheteur soit tranquille, qu'on ne vienne pas le déborder d'un autre côté. Donc je comprends très bien tout ceci. Ceci dit, je ne voudrais pas, comment dire, apparaître comme un critique systématique des grosses compagnies. Parce que je vois d'abord dans le monde dans lequel nous vivons à quel point ces grosses compagnies ont souvent une vie difficile qui est très peu perçue par le public en général. En particulier pour la chimie. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les compagnies physiques dans ma jeunesse, avec des gens comme General Electric, Philips, etc. Mais plus tard, j'ai travaillé pas mal avec des chimistes comme Exxon, Ron Poulenc à l'époque, des gens comme ça. Eh bien, je vois que ces compagnies chimiques ont une vie qui est actuellement très très difficile parce qu'elles souffrent des difficultés que je disais au début. C'est-à-dire que leurs produits sont des produits relativement standards, que la concurrence de l'Asie du Sud-Est ou de pays comme ça devient de plus en plus forte et qu'ils ne peuvent s'en sortir que par de l'innovation. Mais, alors, difficultés socio-économiques, de nos jours, les actionnaires ont pris le pouvoir dans la gestion de toutes ces grandes compagnies et les actionnaires ne sont absolument pas intéressés à la recherche à 10 ans, qui serait la recherche de produits vraiment nouveaux. Ils sont intéressés uniquement dans la recherche à 3 ans, parce que c'est dans 3 ans qu'ils vont en vendre. Et pour cette raison-là, ces actionnaires font tout pour diminuer l'effort recherche à long terme. Autrement dit, ces compagnies sont dans une situation qui est très coincée entre les deux bords, et elles ont beaucoup de mal. Donc, vous voyez, je ne me présente pas du tout, comment dire, comme un accusateur systématique des grosses compagnies. Je crois qu'il faut vivre avec les deux, que dans beaucoup de cas, les petites start-up, les petits inventeurs fournissent justement le relais, fournissent cette espèce de créativité que les grosses compagnies ne peuvent plus s'offrir avec l'autorité actuelle de leurs actionnaires. Donc tout l'espoir, c'est d'arriver à, je dirais, à faire vivre ce monde un peu en symbiose, un peu comme autour d'un chêne. Il peut y avoir toute une série de bactéries qui font pousser le chêne, et de champignons et même de truffes qui vont profiter du voisinage du chêne. Donc le rêve, c'est ça. Mais je ne me pose pas en critique d'un bout ou de l'autre. Monsieur. Et ensuite, il y avait un autre monsieur par ici. J'aurais voulu apporter de l'eau à votre moulin, parce que la dame d'en haut a parlé de Platon, elle pensait à Platon, vous avez parlé de Démocrite. Mais il ne faut pas oublier que Platon voulait brûler tous les bouquins de Démocrite qu'il avait en sa possession. Et que Démocrite aussi a fait calculer l'intégrale de la surface d'un code, et il a fait quand même une remarque très importante, il considérait deux cercles qui étaient parallèles à la base, et qui se rapprochaient, et il se disait que ces deux cercles ne pouvaient pas être égaux, et que la différence c'était un atome. Oui, c'est ça. Et c'est justement l'atome, il l'a introduit parce qu'il voulait que cette différence garde un sens concret, d'une certaine façon, mesurable. C'est ça. C'est la difficulté de passer à la différentielle au sens d'un objet infiniment petit. C'est très curieux au point de vue mental, cette histoire. C'est intéressant. Démocrite, c'est évident que c'était un grand esprit. Et de même, pardon, j'en prie. Oui. Allez-y. De même qu'aussi, Platon a contribué à développer le système ptoléméen qui était le géocentrisme, et il a fait qu'on a oublié le système d'Aristote de Samos, qui était le système héliocentrique. Et là aussi, c'est grave, vous voyez. Alors c'est vrai que je crois que nous avons, tous un côté platonicien, et là aussi peut-être que l'éducation assez mathématique que nous avons en France nous rend volontiers plutôt platoniciens. Nous rend volontiers dans cette attitude de mettre la théorie en avant les faits, d'une certaine façon. Il faut, je crois, en France, réagir là contre. Mais par contre, je ne tiens pas du tout le même discours si, par exemple, je suis aux États-Unis. Si je parle à un public américain, c'est pas le même problème. Et eux ont plus besoin d'une culture mathématique que souvent ils n'ont pas au lycée, par exemple. Donc, suivant le pays, l'attitude est très différente. On va prendre une question ici, si vous avez un micro, et après il y avait un jeune homme là-haut qui lève la main. Oui, il y avait d'abord le jeune homme, excusez-moi, c'est un peu compliqué de voir les ordres, comme je n'arrive pas à voir toute la... Voilà. Donc monsieur, mais il n'a pas de micro, le monsieur. Donc monsieur, et après... Attends, on va prendre dans le sens inverse, vous allez parler d'abord là-bas, et après ce sera monsieur. Allez-y. Bonjour Monsieur Degène, bonjour tout le monde. Au début de votre intervention, vous nous avez parlé de ces lycéens auxquels vous essayez de communiquer la passion de la recherche. Il se trouve qu'il y a 9 ans, j'étais un de ces lycéens.
et que je suis en thèse de mathématiques en ce moment, en partie grâce à vous donc. C'était en Martinique, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, ça j'en ai un souvenir extraordinaire, la Martinique. Moi aussi. D'ailleurs, la question que je vous avais posée ce jour-là, je l'ai sur la conscience depuis. Je voulais vous demander, que pensez-vous de cette idée qu'il y a dans l'air, une réforme du CNRS qui aboutirait à une obligation d'enseignement pour les chercheurs? Écoutez, j'ai un sentiment très... Je vois du pour et du contre, disons. Il y a un côté pour, je trouve que c'est agréable que quelqu'un puisse, à certains moments, il y a des moments de pause dans la recherche, des moments où au contraire ça patine, etc. Et à ce moment-là, d'avoir une autre activité qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent pas dans le vide, en quelque sorte, c'est pas mal. Et ça permet aussi d'apporter dans l'enseignement, disons, des lumières assez récentes. Donc il y a un côté qui est vraiment positif. C'est certain. Seulement, le côté négatif, je vais vous dire, dans mon esprit, c'est un côté, comment dire, purement de fonctionnement des administrations. C'est que, au début, on pourrait fonctionner comme ça. On dirait, les gens du CNRS doivent fournir une petite quantité, disons un cours par an ou quelque chose comme ça. Mais je crains beaucoup que le ministre qui vient après, ça c'est un ministre de l'Éducation nationale qui prend ces engagements-là. Et puis 3 ans plus tard, il y en a un autre. Et cet autre, il est dans un grand manque de profs. Et ça va d'ailleurs être le cas dans quelques années. On va avoir un trou dans le nombre de profs assez fort. Et à ce moment-là, c'est tellement simple pour lui de dire tous les gens qui sont au CNRS font une charge complète d'enseignement, comme le font les profs de fac, disons, ou les maîtres de conférences de la fac, suivant le niveau. Et on les met tous là-dedans. Et à ce moment-là, comme ça a déjà été introduit, comment dire, c'est accepté par le public, ça ne fait pas des grandes vagues. Et là, je crois que ça tue quand même la maison CNRS. C'est-à-dire que d'avoir des gens qui ont la liberté complète, soit pour réfléchir, si c'est des mathématiciens ou des théoriciens, soit pour faire des manips assez audacieuses, des expériences qui ne marcheront pas toujours, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, que justement les États-Unis n'ont pas. Avec ce que je décrivais tout à l'heure des États-Unis, ils n'ont pas vraiment ça. Et en un certain sens, ils en souffrent. C'est un défaut que je n'avais pas dit, mais ces jeunes non-tenured, un autre défaut, c'est qu'ils ne vont pas se risquer dans une expérience trop difficile, parce que s'ils la perdent, ils n'auront pas cette tenure, etc. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez le danger. Il y a un danger d'un dérapage considérable. La maison CNRS est déjà souvent attaquée par les milieux, disons, financiers, les gens comme ça. Si on avait commencé à mettre la main là-dedans en disant ils font un peu, je crains un peu après, sous pression des milieux financiers et par économie de moyens, un ministre dise bon, ben on remet toute la maison CNRS dans l'université et là on a perdu. Je regrette beaucoup d'avoir à dire ça, parce que le mélange me plairait énormément. Soit le mélange, soit des espèces d'alternatives. On dirait on peut aller passer 2-3 ans à la fac quand on est CNRS et revenir, et l'inverse. Tous ces systèmes de passerelles et de mélange, ça, ils m'intéressent bien. Mais il faut être sûr qu'ils ne vont pas ouvrir une porte à tout à coup une débâcle. On va se retrouver à zéro. Donc, monsieur, et ensuite il y a quelqu'un là et quelqu'un là. Bonjour monsieur, je voulais simplement rebondir sur le sujet d'une thèse en prenant l'exemple de ma fille qui en DEA, on lui a proposé un sujet industriel. Elle avait l'air très très malheureuse par rapport à ses collègues qui avaient des sujets plus nobles de physique. Et elle, on lui a proposé un sujet de chimie. Alors, je voulais simplement avoir en plus, elle a fait PC, hein, donc simplement avoir votre feeling là-dessus. Écoutez, c'est très variable. Mais j'aime pas beaucoup la notion de sujet noble et sujet pas noble. Et je peux essayer de rendre ça plus concret par des exemples, là aussi. Une fois, avec mon épouse et collaboratrice, on était chez Allied Chemicals aux États-Unis. Et ils nous reçoivent, c'était l'époque où on s'occupait de la science des polymères. Ils nous disent, déjà, on a un problème pratique qui n'est pas noble du tout, mais on vous le dit quand même, c'est que quand on a des polymères, souvent en poudre ou en solution concentrée, quand on veut les dissoudre, on a beaucoup de mal. On a conscience que si on rend la poudre plus fine, ça se dissout un peu mieux. Mais enfin, on voudrait bien arriver à
mieux comprendre et maîtriser cette chose-là, parce que c'est un ennui technique important. Vous voyez, ça paraît vraiment la question très, très ras des pâquerettes. Bon, moi, à l'époque, alors là, justement, avec comment dire, la fatuité stupide du théoricien, je dis, oh, ça doit être simple, c'est un problème de diffusion des molécules du solvant, ou tel genre de loi, etc. Tchac, tchac. Et ces Américains qui sont très polis, très bien élevés, ou M. de Gênes, c'est pas tout à fait aussi simple, ça on y a pensé, les lois sont pas du tout dans ce sens, etc. Bon, je me retrouve comme ça, et on repart tranquille à la maison en France, et on discute. Et on discute à peu près 6 mois. Et au bout d'à peu près 6 mois, on trouve qu'il y a là-dedans un phénomène extraordinairement riche, qui est un couplage, je dirais, entre des fluctuations de concentration et des fluctuations de tension mécanique dans des systèmes enchevêtrés, sur lesquels on a dû faire 4 ou 5 papiers théoriques, et après, on s'est couplé avec des expérimentateurs très variés. Et pour eux, on a trouvé un truc qui était quand même objectivement utile. C'est-à-dire, on a pu définir ce qu'on a appelé une longueur magique, dont la signification est la suivante. Si vous partez d'une poudre plus fine, évidemment, ça se dissout mieux. Mais il y a une taille de poudre particulière, en dessous de laquelle, c'est pas intéressant de descendre. Au-dessous de cette taille, vous gagnez plus rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la longueur magique, et on a pu prévoir des lois d'échelle pour cette longueur magique en fonction de la masse moléculaire des chaînes, des choses comme ça. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment parti d'un problème extrêmement terre à terre, et progressivement, ça a évolué vers quelque chose où on pouvait être un peu utile aux gens du métier, mais en même temps, on trouvait vraiment une facette théorique complètement nouvelle. Donc, ma tendance, peut-être un peu optimiste, serait de dire que dans beaucoup de cas, on peut jouer des cartes comme ça, qu'on peut arriver à garder les deux richesses. Mais je ne veux pas, justement, je critique les prophètes là-dedans, je ne veux pas apparaître comme un prophète. Je peux, sur tel problème précis, ce que je suis en train de dire, peut-être une ânerie. Mais j'aurais l'espoir qu'on converge vers ça. Seulement, ça suppose, bien entendu, pas mal d'efforts de la part du patron de thèse pour réfléchir à quelque chose qui peut avoir un peu cette espèce de double appartenance, et de la part du jeune, parce que souvent, ça fait des problèmes qui, justement, sont très peu défrichés, très mal connus de part et d'autre, et où il faut beaucoup ramer. Donc, il faut une certaine coopération de tous les acteurs, comme on dit de nos jours, pour que ça tourne. Mais je reste espoir. Dans les programmes scolaires de chimie, est-ce qu'on raconte suffisamment comment les découvertes ont été faites? Ah, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas sûr que je puisse vous répondre très sérieusement pour la chimie, mais pour la physique, je l'ai vu sur un exemple très concret qui était les équations de Maxwell, les équations qui régissent l'électromagnétisme. Et très souvent, tel que c'est présenté dans nos systèmes français, qui sont justement assez mathématiques, assez platoniciens, ça apparaît comme des équations dont on part, et puis après on en exploite les conséquences. Et ces équations ont une esthétique superbe, il faut reconnaître, elles sont très compactes, elles contiennent énormément de phénomènes différents, depuis l'optique jusqu'à la transmission radio et bien d'autres que j'oublie. Et ça paraît fabuleusement... C'est très beau. Seulement, vu par un gamin, disons de classe préparatoire, quelque chose comme ça, c'est terrifiant, parce que c'est un édifice qui est pur comme du cristal, et notre gamin, s'il est en train d'hésiter à faire des sciences, se dit « jamais, moi, je pourrais même participer à la construction d'un édifice comme ça ». C'est tout à fait au-delà du possible et du raisonnable. Et si on a l'attitude que vous suggériez, vous, là, qui est de dire, racontons un peu comment Maxwell s'est trouvé, et comment il a commencé à construire des trognon de son équation, qui était incorrecte, et comment au cours du temps, il a vu qu'il fallait rajouter, par exemple, le courant de déplacement, des choses comme ça, et puis finalement, il s'est construit l'édifice total. Ben, si on fait cet effort-là, on fait que les jeunes sont beaucoup plus motivés, qui se disent « ça, je pourrais le faire ». Donc, on a marqué un point. Vous êtes un scientifique, un grand scientifique. Je ne peux pas dire plus. Vous êtes un professeur avec une carrière complète. Où est-ce que vous êtes? Je ne vous vois pas. Il est là. D'accord.
un bon scientifique est-il toujours un bon enseignant? Ah non, aujourd'hui même. Oui, ça, vous vous définissez comment si les relations entre ces deux métiers, l'enseignant et le scientifique? C'est pas du tout gagné d'avance. Moi, je sais que quand j'étais gamin, justement, venant d'un enseignement français, etc., j'étais beaucoup trop formel et j'enseignais des choses trop difficiles, etc. Et progressivement, j'ai appris sur le terrain et aussi d'ailleurs en allant à l'étranger, les deux. Non seulement d'ailleurs dans l'enseignement oral, mais dans la façon de rédiger un article. Moi, j'avais une culture typique de lycée français qui était un peu dans ce que vous avez appris sur les dissertations. Il fallait, bon, il y a une question qui était posée, mais il fallait tourner autour et puis de dévoiler la réponse que tout avait à la fin, tchac, un éclair comme ça. Et donc, les premiers articles scientifiques que j'ai écrits, je les écrivais un peu dans cet esprit-là. Et l'un de mes maîtres, qui était Jacques Friedel, qui avait longtemps vécu en Angleterre, lui, a commencé à me calmer, à me dire c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Le lecteur que vous aurez est un lecteur horriblement pressé. Il faut que déjà dans la lecture de l'abstract du petit résumé, il ait compris l'essentiel. Il faut en particulier qu'il ait compris les textes des figures, parce que c'est ça qu'il va regarder, beaucoup plus que le texte central. Et dans le texte central, il ne faut surtout pas garder du mystère. Il faut dès le début annoncer ce qu'on va obtenir, non pas seulement ce qu'on va faire, mais ce qu'on va obtenir. Donc, si vous voulez, il y avait une attitude complètement différente. Et l'éducation par l'étranger, là, était vraiment utile. Maintenant, alors, sur la question de savoir s'il y a des gens qui marchent ou qui ne marchent pas, il y a 1000 difficultés là-dedans. J'ai cité mon cas personnel qui était plutôt d'arriver avec un esprit trop formel, mais il y en a d'autres. Par exemple, si vous prenez les instituts universitaires de technologie, les IUT, qui a été une création importante de mon temps, en formant des techniciens supérieurs avec une problématique assez riche et d'une façon qui était assez tonique, mais qui était bien. Les IUT, quand ils ont été créés, il y avait dans l'idée qu'il devait y avoir un tiers des enseignants, si je me rappelle les chiffres, qui étaient des gens de la profession, des ingénieurs du métier qui étaient enseignés. Par exemple, je sais pas, un IUT d'électronique, il y aurait des électroniciens, ainsi de suite. Et puis, il devait y avoir quelque chose comme un tiers qui était des enseignants des lycées, quelque chose comme ça, et un tiers qui était des chercheurs ou des gens de la fac. Et en fait, le tiers ingénieur n'a pas du tout marché. Deux raisons pour ça. Il y a des raisons corporatistes, parce que c'est les trois corporations que j'ai définies là. Donc une idée, c'est de se rentrer l'une dans l'autre. Ça, c'est bien évident, et de prendre toute la place. Mais au-delà du problème corporatiste, il y avait le problème pédagogique. Parce que l'éducation de ces ingénieurs est souvent telle que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que, je sais pas, prenons un exemple en hydrodynamique, qu'est-ce qui se passe quand je fais passer des billes de flotte dans un tuyau coudé? Combien est-ce que ça va me coûter en perte de charge ou en puissance dépensée dans le coude, des choses comme ça? Ce que ces gens-là vont vous sortir, c'est une formule empirique de Monsieur Tartampion. Il y a 0,75, la vitesse à la puissance 0,84, des choses comme ça. Et le malheureux étudiant qui est devant ça est complètement perdu. Il l'apprend peut-être par cœur si c'est un étudiant très motivé, mais dans la plupart des cas, il ne sait pas de quoi ça arrive, il ne sait pas quelles sont les hypothèses qu'il y a derrière, dans quel régime ça marche et dans quel régime ça ne marcherait pas. C'est totalement nul. Beaucoup d'ingénieurs sont dans cette attitude-là, de vous citer on pourrait dire, des espèces de recettes de procédés qu'ils ont apprises, et sans essayer d'en expliquer la nature profonde. Donc de ce point de vue-là, enfin, c'est très difficile d'utiliser bien les ingénieurs. Et c'est triste en même temps, parce que ces gens-là, à côté de ces connaissances formelles, ils ont des connaissances de terrain. Si tout à coup un réacteur s'emballe, que quelque chose va mal, vous voyez très bien les gens qui paniquent et qui s'enfuient. J'ai vu des choses comme ça. Et les gens qui ont la bouteille, la sagesse, et qui disent ça doit être ceci, cela, et qui vont aller auprès de ce réacteur, même si dans certains cas il y a du danger, et qui vont le maîtriser. Donc on a très besoin de cette expérience des ingénieurs, mais elle est très difficile à transmettre. D'autres questions? On en a une là, une là-haut, et une tout là-haut aussi. Oui, bonjour. Vous avez étudié beaucoup d'états de la matière,
la matière inerte. Il y en a tellement que... Et maintenant, je brûle de savoir vos projets, si c'est pas trop indiscret, si vous allez passer à l'étude de la matière vivante. Écoutez, je suis un peu à la frontière, c'est-à-dire que je suis maintenant dans l'Institut Curie, et l'Institut Curie, sa vocation, c'est le cancer, et dans les propriétés anormales des cellules cancéreuses, qui sont des cellules mutantes, qui ont une immensité de propriétés anormales et une zoologie de propriétés anormales. Mais parmi celles-là, l'une de celles qui sont les plus embêtantes pratiquement, c'est le fait que souvent, elles changent la propriété d'adhésion, c'est-à-dire qu'elles peuvent quitter le tissu natal et aller ailleurs et se fixer ailleurs. Donc, autrement dit, les procédés d'adhésion et de reconnaissance cellulaire sont importants. Et alors moi, ce que j'essaye de faire dans ces mois-ci, c'est de comprendre un peu le mécanisme par lequel se fait adhésion et reconnaissance. Ça se fait par des molécules très sophistiquées et très peu nombreuses qui sont présentes sur la surface de la cellule. Et puis la cellule va rencontrer un partenaire et tout à coup, dans cette région-là, il va se faire des ponts très solides. C'est-à-dire que les molécules qui se promenaient partout vont trouver qu'elles vont gagner de l'énergie en formant des ponts, donc elles vont diffuser vers cette région-là. Mais cette région, en même temps, change de forme, elle grandit de ce fait même. Donc c'est une situation où vous avez des tas de mécanismes qui se couplent les uns aux autres, des mécanismes de reconnaissance de protéines et de chimie, on pourrait dire, des mécanismes de transport diffusif et des mécanismes hydrodynamiques, parce que la cellule change de forme, il faut qu'elle évacue de l'eau dans certaines régions, etc. Donc il y a un aspect hydrodynamique là-dedans. Et ça, c'est ce genre de truc que j'aime bien. Donc si vous voulez, j'essaye de tâtonner là-dedans et d'inventorier les cas possibles qui sont très nombreux. Et fort heureusement, dans Curie, il y a des gens qui font des expériences sur des systèmes simplifiés, sur des systèmes modèles pour voir comment croissent des plaques d'adhésion. Donc l'espoir, c'est d'arriver à éclairer un peu ça. Mais primo, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Il y a des concurrents étrangers d'ailleurs très forts. Et secondo, dans quelle mesure est-ce que ça va être utile finalement aux cancérologues? J'en sais encore rien. Mais c'est une bonne entreprise. Oui, moi je voudrais savoir ce que vous pensez du système éducatif public aujourd'hui après le bac, donc de la faculté, de l'université, enfin justement pas des écoles en fait, oui, oui. Mais donc... écoutez, enfin, si ça forme... La question m'a été posée très tôt. Il y a eu une période où, je crois encore que maintenant je répondrai à peu près comme ceci, mais je ne suis pas sûr. Il faut d'abord insister sur le fait que moi, j'ai été que assez peu de temps dans le système des facs, 10 ans en fait, avant d'entrer au Collège de France. Donc je ne le vis pas entièrement. Il y a beaucoup de choses où il m'énerve. Je ne suis pas heureux avec le système des facs et on pourrait en discuter plus en détail. Mais la question qui se pose quand vous avez un gamin sortant de la terminale qui vous dit est-ce que j'entre en fac ou est-ce que j'essaye le système prépa, c'est pas une question simple à résoudre. Mais je crois qu'en gros, ma réponse est à peu près la suivante. C'est que si le type est, comment dire, très énergique, capable de s'organiser lui-même, de définir son plan de travail, de pas fainéanter en quelque sorte, il y a une richesse dans le système fac qui peut exploiter. Parce que très souvent, la fac a des profs jeunes, ça bouge plus vite. Il y a des éléments comme ça qui font qu'il y a une espèce de richesse, de variété qui est un peu meilleure. Seulement, une des faiblesses du système fac, c'est qu'il n'y a véritablement pas de clignotant. C'est-à-dire, si je m'arrête de travailler 3 mois, personne ne va m'engueuler. Et les examens sont des examens très mous, je m'arriverai encore à avoir la moyenne. Donc j'aurais l'impression que c'était pas grave, alors qu'en fait c'était grave, que j'ai pas acquis des connaissances que j'aurais jamais le temps de rattraper après. Donc vous voyez, sur quelqu'un qui est très organisé, du genre systématique, prenant bien ses notes, travaillant un nombre bien fixé d'heures par jour, allant discuter avec les profs, je voterais probablement pour le système fac. Par contre, si c'est un gars, disons, plus mou,
qui a besoin de clignotants pour être appelé. Moi-même, je l'ai eu. Je me rappelle très bien que j'ai eu 24 heures de colle quand j'étais à Saint-Louis. Vous parliez de Saint-Louis. Parce que j'avais pas remis 2 devoirs de physique 2 semaines successives. Et j'espérais que ça passerait dans l'ombre. J'avais 17 ans, c'est un âge où on a beaucoup de préoccupations non scientifiques. C'est pas passé. Je vois encore ce prof très strict assis très tranquillement en disant « Monsieur Degène, 24 heures de colle ». Et bon, c'était quand même assez dur. Ça voulait dire plusieurs week-ends sacrifiés, etc. Mais ce clignotant m'était très utile. Donc pour les gens comme je l'étais, qui ont besoin d'un clignotant, la fac n'est pas bonne parce qu'elle ne vous avertit pas assez des faiblesses que vous pouvez avoir, alors que dans les prépas, on se fait engueuler parce qu'on passe des cols, des trucs comme ça, on se fait engueuler tout le temps quand on n'est pas bien, et ça a l'avantage de nous garder réveillés. Et c'est triste ce que je dis là, mais la fac, dans l'état actuel, elle souffre vraiment de ça. C'est-à-dire que je vois des jeunes arriver en fin de DEUG, par exemple, ou même après en fin de licence, et ils ont l'impression qu'ils sont pas mal parce que la fac leur a, aménagé des examens en douceur et ils ont passé leurs examens, peut-être pas brillamment, mais ils les ont passés, donc ils sont corrects. Alors qu'en réalité, ils ont des trous immenses, mais personne ne leur a dit. Et ils n'ont pas été prévenus au niveau des notes. Ça, c'est des raisons, appelons-les sociopolitiques évidentes. C'est que ces profs de fac, ils veulent pas, mettre moins de la moyenne à 3/4 de leur promo, parce que sinon on va leur dire vous êtes une entreprise pas rentable, il y en a très peu qui sortent, etc. Donc pour des raisons de ce genre, ils s'arrangent pour ajuster la moyenne pour qu'ils aient l'air de faire une production raisonnable. Mais de ce point de vue-là, la fac est un peu criminelle, à mon avis. Alors vous voyez, sur quelqu'un de très tonique, qui n'a pas besoin des clignotants, c'est pas grave, il y va, et il aura probablement quelque chose d'assez riche. Mais sur quelqu'un qui a besoin d'un cadre, comment dire, il vaut mieux qu'il aille dans les classes prépa. Monsieur. Oui, depuis un moment, j'écoute les questions qui vous sont posées et surtout vos réponses, et il me semble qu'il y a un étrange absent. Depuis un moment, c'est la recherche appliquée. La recherche appliquée est... Enfin, la seule chose que vous auriez dite, c'est à peu près que c'est une petite annexe elle peut être une question posée à la recherche fondamentale. L'exemple que vous avez donné à l'aide de je ne sais quoi, si vous voulez, c'était ça. Vous avez travaillé à essayer de monter une théorie à partir d'une question appliquée posée par l'industriel. Mais on a aussi résolu la question appliquée. Et dans mon esprit, c'est aussi important, je l'ai dit. Cette longueur magique, c'était la solution de la question appliquée. Mais depuis 1 heure environ, si vous voulez, je sens cette absence de la recherche appliquée. Ah non, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, ce n'est pas mon sentiment. Mais tant mieux. J'en suis ravi, mais il n'empêche que c'est le sentiment d'un auditeur. Alors vous permettez qu'il s'exprime. Cette absence de la recherche appliquée se manifeste en particulier, si vous voulez, dans la façon dont on a parlé des thèses. Vous avez parlé de cette thèse un peu trop terre à terre, qui déshonore un peu le client qui va la faire. Moi, j'ai une expérience tout à fait différente. La mienne, je vais vous dire le titre, hein, le mécanisme de formation du copeau d'usinage. C'est-à-dire le mécanisme de formation du copeau d'usinage dans les années 50. Très longtemps. C'est vrai. Eh bien, si vous voulez, qu'est-ce qu'un ingénieur qui sort d'une grande école peut aller travailler chez Renault, il peut aussi vouloir faire une thèse. Et la thèse qui s'applique à lui, c'est évidemment ce genre de choses-là qui lui convient. Et c'est aussi formateur de l'esprit de recherche qu'autre chose. Ça n'est pas la peine de rechercher. Absolument, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je ne crois pas du tout avoir dit le contraire dans cette écoutez, c'est journée. Le sentiment que j'ai eu, si vous voulez, c'était... Bon, permettez. Ouais. Donc je voulais... j'ai eu un certain nombre de thésards en Suisse. J'en ai eu des dizaines. Dans un laboratoire de recherche appliquée, où les questions étaient appliquées complètement, si vous voulez. Je ne les citerai pas tous, ça serait trop compliqué, mais vous dire simplement qu'ils ont les mêmes privilèges, ils ont les mêmes carrières. Peut-être entrent-ils plus facilement l'obstacle que vous avez souligné tout à l'heure sur la difficulté pour un thésard de recherche fondamentale à rentrer, à continuer après. Oui. Ceux-là rentrent aussi facilement que s'ils avaient fait une grande école d'ingénieur ou sans problème. Donc, c'est un des mérites. Et puis l'autre mérite, c'est que ça aboutit à des résultats. Ça aboutit à faire fonctionner les choses. Vous êtes bien d'accord avec moi? Non, mais si vous voulez, ça, je suis entièrement de ce côté-là. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé
pour General Electric, pour Philips longtemps, pour Exxon longtemps, pour Rhône-Poulenc, je travaille encore dans Rhodia. J'ai constamment travaillé avec l'industrie et je suis dans une situation de respect total par rapport à la recherche appliquée. Un exemple qui pour moi était très intéressant, c'est la constitution d'équipes mixtes, qui sont des équipes CNRS Industrie. Par exemple, il y en a une sur la surface du verre à Saint-Gobain qui est remarquable. Il y en avait une, Rhône-Poulenc CEA, sur l'état colloïdal qui était remarquable. Il y en a une, Atochimie CNRS, sur les copolymères séquencés. Toutes ces choses-là ont été très bonnes, et elles ont été très bonnes à égalité totale dans mon esprit, c'est-à-dire que le jeune universitaire qui va dans une équipe associée comme ça, et qui va travailler sur un site industriel, il apprend énormément de ses compagnons ingénieurs. Il apprend énormément de problèmes nouveaux. Alors ça, comme je citais l'exemple de la longueur magique, de l'histoire de la dissolution des polymères, mais il apprend aussi par, je ne sais pas, une certaine culture du bon sens, de l'évaluation de tous les facteurs qui vont intervenir dans un produit réalisable. C'est une culture extraordinaire. Et inversement, ces chercheurs universitaires apportent dans ces collaborations une certaine ouverture vers le monde, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus l'occasion de savoir ce qui se passe à Osaka ou à San Francisco, parce qu'ils ne sont pas liés par des accords de secret, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vrai. Vous vous trompez complètement. Là, vous êtes... Ah non, non, là, je suis encore pas d'accord avec vous. Quand l'énergie nucléaire s'est créée avec Frédéric Joliot, heureusement que Frédéric Joliot et autres savaient ce qui se passait à Chicago avec la première pile. Il ne faut pas croire que c'est les industries de l'époque qui le savaient. On souffre énormément de cette espèce d'orgueil des industries qui prétendent tout savoir et qui prétendent pouvoir gérer leurs affaires tout seuls. Prenez cet exemple des cristaux liquides que j'ai bien connu. Eh bien, l'industrie suisse qui faisait les horloges classiques à quartz était dans l'attitude que vous disiez. Elle disait, nous n'avons besoin de personne. Eh bien, ils ont eu bien tort de ne pas regarder ce qui se passait, peut-être pas à Osaka, mais ce qui se passait dans le New Jersey à ce moment-là. Et ils n'ont pas vu venir les montres à cristaux liquides. Et ils ont perdu le marché des montres sur 10 ans. Non, ils ne le savaient pas. Justement, là, ils ne le savaient pas. Mais je vous garantis que sur la montre ici, s'ils l'avaient su, ils auraient fait autre chose. Là, ils ne le savaient pas. Ils ne l'ont pas vu. C'est très dangereux. Je respecte tout à fait, d'une part, le CEA dont je suis un ancien, et je dirais l'industrie nucléaire que je trouve assez remarquable. J'ai aucune réserve de ce côté-là. Mais je crains énormément l'attitude dans laquelle on dit « Moi, depuis 30 ans, je fais ce métier et je sais tout ce qu'il faut savoir ». Ça, c'est extraordinairement dangereux et ça conduit à des catastrophes.